Bonjour à tous, bienvenue pour cette première séance du séminaire. Je vous informe dès maintenant que notre séance de la semaine prochaine sera animée par une historienne du Moyen-Âge qui est Marie de Joux et qui viendra présenter tout un travail qu'elle a fait sur les enquêtes de Saint-Louis. C'est-à-dire qu'avant de partir en croisade, Saint-Louis a choisi de faire parcourir le pays par un certain nombre de ses envoyés pour prendre connaissance des mauvaises actions qu'il aurait faites et les réparer afin d'assurer le salut de son âme avant de prendre le risque de mourir en croisade. Avec Patrick Boucheron, nous partons d'une période légèrement postérieure, puisque Patrick Boucheron est un historien de l'humanisme civique, comme on le dit en Italie, et c'est en anglais, on dirait, un historien de la période prémoderne, un early modern historian. Il a consacré sa thèse au pouvoir de bâtir, urbanisme et politique édilitaire à Milan au XVe et au XIVe siècle. Il a eu comme directeur de thèse Pierre Toubert, qui était longtemps enseignant ici. Il est actuellement professeur à Paris 1, membre de l'Institut universitaire de France. Il a bien sûr principalement publié dans le champ de l'histoire italienne. Après avoir consacré un ouvrage de synthèse aux villes italiennes du XIIe au XIVe siècle, il a publié un ouvrage fort original, imaginant une rencontre entre Léonard de Vinci et Machiavel. C'est-à-dire que Léonard de Vinci et Machiavel se sont probablement croisés au début du XVIe siècle. Ils se sont, en tout cas, il n'y a pas de trace dans la correspondance de Machiavel de discussion entre eux, mais à partir de ce qu'ont été leurs itinéraires, il a imaginé dans un livre qui est très séduisant, Léonard et Machiavel, cette rencontre entre les deux personnages. Et puis, pour ce qui nous retiendra aujourd'hui pendant cette séance du séminaire, Patrick Boucheron est l'historien d'un commentaire des fresques de Lorenzetti du palais communal de Sienne. Et nous verrons dans la discussion que c'est des fresques qui ont été très discutées, dont l'interprétation a fait l'objet de nombreux ouvrages, commentaires, et lui a publié, il y a un peu plus d'un an, un livre qui s'appelle « Conjurer la peur », Sienne 1338, c'est la date à laquelle ont été peintes ces fresques, qu'il a sous-titré « Essai sur la force politique des images », qui est un livre très intéressant, c'est la raison pour laquelle je l'invite, mais aussi un très beau livre avec de très belles reproductions. Mais Patrick Boucheron n'est pas simplement un historien spécialiste de sa période, il a aussi réfléchi à l'écriture de l'histoire. Je pense à un livre publié chez Verdier, L'Entretemps, Conversation sur l'histoire. Il a également publié chez Milieu et Nuit l'histoire au conditionnel. Et plus récemment, dans la collection La vie des idées au PUF, il a été en quelque sorte l'éditeur d'un ouvrage faisant la synthèse sur les problèmes de l'histoire globale aujourd'hui, un livre qui s'appelle « Pour une histoire monde ». Donc avec lui, nous n'avons pas simplement un spécialiste de sa période, mais aussi un historien qui s'intéresse à la façon d'écrire l'histoire et qui regarde de près et est au centre de tous les débats aujourd'hui sur les transformations du métier d'historien et les nouvelles voies par lesquelles une conversation internationale d'historiens se met en place en quelque sorte. Alors, cette séance, comme je pense beaucoup des séances suivantes, seront liées à la présentation de documents sur écran. Et donc, je vais lui laisser la parole. La salle va légèrement s'assombrir dès qu'il montrera une photo. Et moi, je remonterai pour lancer la discussion avec lui lorsque son exposé aurait été terminé. Et donc, je le remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes premiers mots seront évidemment de remerciement pour le professeur Pierre Rosanvallon qui me fait un grand honneur en m'invitant à son séminaire et je vous prie de croire
que l'expression de cette gratitude n'est pas que de convenance. Elle n'est pas que de convenance parce que je dois dire d'abord que le titre même de ce séminaire, « Gouverner et commander », entre en exacte consonance avec ce que je vais tenter de faire à partir de l'analyse d'une image, celle qu'Ambrogio Lorenzetti a peinte dans le palais communal de Sienne en 1338. Elle fut commandée, justement, mais au sens de la commande, pas du commandement, elle fut commandée par le gouvernement des Neufs, et alors qu'on l'interprète ordinairement comme une exaltation politique de la forme communale à l'apogée, à l'arrêt, au sommet de sa respectabilité et de sa puissance, j'ai tenté de montrer, au contraire, qu'elle fut peinte, je dirais, en état d'urgence, pour parer les coups qui allaient venir, ceux d'un gouvernement qui se sentait en danger, qui se sentait cerné, en somme, par un principe qu'elle ne savait pas bien qualifier et qu'elle voulait rendre visible. Et ce principe contraire à l'exercice du gouvernement communal, c'est ce que les historiens appellent la seigneurie. Et au fond, ce qu'il y avait à craindre à Sienne en 1338, dans une cité qui demeurait de manière tenace, obstinée sur sa forme gouvernementale communale, c'est-à-dire un autogouvernement urbain, mais qui voyait bien qu'autour d'elle, et en Toscane, et à Florence même, eh bien, mordait le principe et même peut-être la séduction de la seigneurie, ce qu'il y avait au fond à défendre contre la corruption, ce n'était pas seulement la commune en tant que régime, mais en tant que forme de société, en tant que constitution d'un corps politique et en tant que gouvernement. Et vous reconnaissez là, bien entendu, ce qui rassemble les réflexions de ce séminaire. Trois dimensions qui sont rendues visibles justement par la forme même de la ville, qui doivent être, au fond, rendues visibles et lisibles. Et pour introduire mon propos, j'essaierai de réfléchir à cette question de la lisibilité et, paradoxalement, de l'invisibilité de cette fresque. C'est-à-dire que ce que nous voyons encore aujourd'hui, du fait de la persistance des images, et voilà pourquoi le titre c'est « Persistance des images et mémoire des doctrines ». C'est justement cette persistance au-delà de la mémoire des doctrines. Ce que fut la vie politique de Sienne en 1338, nous n'en avons qu'un souvenir atténué. Et pourtant, nous pouvons voir encore ces images. Et pourtant, ces images nous regardent. De cela, on ne doit pas seulement faire une lecture romantique, mais je dirais archéologique. La peinture politique italienne n'est ordinairement pas faite pour durer. Songez à la peinture politique, celle qui a la peinture infamante, celle qui vitupère les puissants, celle qui les désigne, celle qui les rend reconnaissables. Eh bien, dès qu'elle a produit ces effets politiques, elle disparaît. C'est ce qu'a montré récemment Giuliano Milani, qui a montré qu'au fond, il ne reste pratiquement rien de cette peinture infamante, parce que justement, sa portée, son effet politique se périme, je dirais, du point de vue contextuel. Or là, cette persistance des images, elle doit déjà nous interroger. C'est-à-dire pourquoi on a cessé de la regarder. En fait, de la regarder, ça veut dire archéologiquement de la repeindre, de la reprendre, de la restaurer, alors même que son sens immédiat, défendre un gouvernement, le gouvernement des Neufs, qui se fonde à la fin du XIIIe siècle, mais qui tombe en 1355, disparaît. Au fond, c'est cette résistance, cette capacité qu'a l'image, je dirais, de commander à sa propre survie, de s'imposer dans une forme d'actualisation du regard qui m'intéresse, c'est-à-dire, au fond, comment interpréter cette énergie des effets politiques au-delà du contexte de production immédiate qui les a rendus possibles. Et je pars du principe qu'il faut laisser faire les images, qu'il faut pour ressentir ces effets, qu'il faut justement les laisser venir à nous. Et voilà pourquoi je suis également fier de parler devant vous, c'est parce que cela me permet d'affirmer, ou même plutôt d'illustrer,
ce que c'est qu'être médiéviste, pour moi, étant entendu avec Benedetto Croce, qu'il n'y a d'histoire digne de ce nom que contemporaine. Alors, ça veut dire, dans ce cas-là, qu'être médiéviste, c'est être différemment contemporaniste, c'est-à-dire, au fond, de saisir ce passé accumulé qu'on appelle l'aujourd'hui à partir de sa strate la plus ancienne, mais toujours active. C'est-à-dire non pas un socle inerte, mais précisément parce que Giorgio Agamben, dans Qu'est-ce que le commandement, appelle l'archéologie du gouvernement, et par archéologie, il faut entendre effectivement arché, dont on doit se souvenir que le terme désigne en grec à la fois l'ordre et le principe, le commandement et le commencement. Et donc, au fond, pour saisir la manière dont on va rentrer à Sienne et dont on va tenter d'affronter, oui, cette persistance des images, je partirai de la confrontation de 3 textes, toujours dans cette introduction, pour articuler, au fond, le rapport entre lisibilité et invisibilité de l'œuvre. Le premier, c'est un texte anonyme qui date sans doute du milieu du XIVe siècle et qui est la première attestation documentaire d'une œuvre peinte dont la commande, il faut le préciser, n'est pas documentée. C'est-à-dire que nous ne disposons pour étudier cette fresque que l'image elle-même, sinon quelques archives des paiements qui nous indiquent, au fond, qui documentent le chantier, mais pas la commande. Donc, au fond, la motivation des commanditaires, ce qui nous fait rentrer dans cette salle et la comprendre comme justement la salle de la paix, celle où siégeaient les neufs et où ils siégeaient, vous le voyez, sommés de leurs allégories, eh bien, pour comprendre cette motivation, nous ne pouvons évidemment que, au fond, confronter cette image avec d'autres textes. Et le plus ancien de ces textes, il date de la moitié du XIVe siècle, 1350 environ. Il est anonyme, il est écrit dans un italien hésitant. D'évidence, il est écrit par quelqu'un dont l'écriture n'est pas le métier, vraisemblablement un des produits de cette intense scolarisation des sociétés urbaines italiennes, et en voici un essai de traduction. Et l'on décida de peindre dans le palais la paix et la guerre. Et plusieurs hommes mauvais qui vivaient il y a longtemps et avaient mal agi, et de même tous ceux qui avaient bien œuvré pour la République de Sienne. Et l'on peignit également les 4 vertus théologiques avec plusieurs symboles de la prudence, de la saine gestion et de l'entendement avisé. Et l'agencement de cette peinture fut fait par maître Ambrogio Lorenzetti. Et cette peinture est dans le palais communal, en haut de l'escalier, première entrée à main gauche, et qui y va peut la voir. Vous avez entendu ce « et », cette logique du « il y a », cette hésitation, en somme, à articuler un discours parce qu'on est assailli par ses effets, par les effets politiques de l'image. Qu'est-ce qu'on entend dans ce bref extrait? C'est dans le palais communal. Palais est évidemment un mot qui sonne avec toute la solennité, justement, du latin et de ce qu'il recèle d'imperium, mais ce palais est communal, c'est-à-dire qu'il est en commun. C'est que chacun peut y aller, et qui y va peut le voir, et qui va elle può vedere. Les traits essentiels de la description de la fresque en tant qu'elle est disponible, accessible, ouverte, évidemment dans un lieu qui est un lieu dans le palais, mais le palais lui-même est commun. Vous remarquerez qu'au fond, ces traits essentiels de description, ils sont fixés, je dirais presque, une fois pour toutes. C'est une décision politique. On a délibéré de peindre. C'est une décision. Et c'est une décision, je dirais, au sens presque étymologique du terme, qui rend visible, au fond, une dichotomie dans l'exercice du gouvernement. C'est-à-dire que cette fresque qu'on appelle le bon gouvernement, on l'appelle le bon gouvernement depuis le XIXe siècle. Du XIVe au XVIIIe, on l'appelle la fresque de la paix et de la guerre. C'est ça qui est le plus important, la paix, la guerre.
les principes du bon gouvernement, vous les avez devant vous, c'est le petit mur nord, mais les effets du bon gouvernement qui s'étendent sur la paroi, donc à droite pour vous, sur la paroi orientale, long mur de 14 mètres, les effets du bon gouvernement sur la ville et le contado d'une part, et puis d'autre part, la réplique funeste de ce scénario avec les principes du mauvais gouvernement et ses effets sur la ville et le contado, sur l'autre paroi plus dégradée qui est la paroi occidentale. Comme si, évidemment, cette dichotomie ne se répartissait pas symétriquement, puisque le bien prend plus de place que le mal. Mais tout cela, au fond, avec cette idée qui est absolument décisive, c'est que ce qui captive l'analyse, ce qui, je vais y venir dans quelques instants, ce qui précipite le discours, ce qui va exciter la controverse érudite depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire comment interpréter ces allégories politiques du petit mur nord, avant le XIXe siècle précisément, on ne le voit pas. Elles sont comme invisibles. On a imaginé plein de choses compliquées, y avait-il des rideaux, etc. Je pense, pour ma part, qu'on n'a pas besoin d'obstacles physiques pour ne pas voir ce qu'on a sous les yeux. Proprement, elles sont invisibles. Bon, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment, au fond, cette lisibilité de l'image qui est définie comme ce qui la rend proprement commune par notre anonyme siennois de 1350, va être, au fond, contrarié, compliqué par le temps qui passe. Comment le versant allégorique de l'œuvre, qui captive tant aujourd'hui, pendant longtemps n'a pas été vu. Lisibilité, accessibilité. Effectivement, je l'ai dit, cette image est comme la peau de l'édifice. Une peau qu'on n'a pas écorchée, qui reste, voilà, le propre d'une fresque, c'est qu'elle n'est pas transportable, donc elle est indissociable de ce lieu d'image, comme disait Daniel Arras, et indissociable aussi d'une politique urbaine qui, entre 1297 et 1311, a jeté ce cadre monumental qui est encore si spectaculaire et qui forme, la scénographie du pouvoir de Sienne, avec cette place du Campo qui est signée par ces 9 traits de briques, comme le gouvernement des 9 qui l'a commandé, et qui en forme, je dirais, le tempo politique. Et tout l'ensemble monumental de ce qui donne forme et sens à ce cadre urbain, justement, il faut le saisir comme une décision politique, je dirais, très, très dense, très consistante, à un moment où, justement, la commune résiste et tente au fond, d'opposer ce cadre monumental et aussi les peintures politiques qui les ornent et les accompagnent à la seigneurialisation rampante de ces institutions. Je passe sur le détail, mais voilà, l'ensemble du palais, ces principaux éléments qui sont ici précisés, l'ensemble, donc, est constitué, je dirais, presque d'un coup, et en tout cas en situation d'urgence, oui, dans ces années entre 1310 et 1330. Lisibilité. C'est assez important parce que, vous voyez, regardez, nous allons nous situer donc dans cette salle de la paix. Vous voyez les 3 murs, qui sont les 3 murs peints. Le 4e sert à éclairer, n'est pas peint, sert à éclairer l'ensemble de la scène. Il est percé d'une fenêtre qui donne de l'autre côté du Campo sur la place du marché. Et effectivement, pour rentrer dans cette salle de la paix, on y rentre par la salle de la Mappemonde, c'est-à-dire cette salle qui est assez célèbre pour recueillir la Maesta, la Vierge en majesté de Simone Martini. La voici d'un peu plus près. Elle a été commandée par les Neufs en 1315, et ce qui la caractérise, c'est cela que je voudrais, sur cette question de la lisibilité, ce qui la caractérise du point de vue de l'histoire de l'art, ou de l'histoire politique d'ailleurs, c'est que c'est la première peinture
qui parle en italien à ceux qui la regardent. C'est-à-dire qu'il y a des écritures exposées. Alors, il y a d'autres exemples, des tituli latins, mais là, c'est en vulgaire. Et c'est évidemment en soi une prise de position. Ce que Dante appelle le visibile parlare, c'est-à-dire cette écriture exposée, évidemment, elle impose une lisibilité à l'image, c'est-à-dire qu'elle nous incite au fond à lui appliquer une herméneutique de la lecture, comme si une image se lisait comme un texte. En tout cas, il y a du texte. Et c'est la Vierge qui parle, qui accueille en offrande les angéliques fleurettes roses et lys dont est ornée la célèbre prairie. Elle parle pour vitupérer les méchants. La Vierge exhorte les citoyens à défendre contre eux les vertus communales. Je la cite, si je puis dire, mais si les puissants viennent à molester les faibles, les écrasant de leur mépris ou de leur violence, vos prières ne sont pas pour eux, ni pour ceux qui abusent ma ville. Il y a là une rhétorique, justement, du commandement à l'impératif, du point de vue grammatical, qui est proprement celle de la peinture infamante, c'est-à-dire une image qui exhorte à bien faire. Et cette exhortation, justement, elle pénètre dans le palais, et la salle de la paix en est, je dirais, l'écho et la réplique laïcisée, avec toute une série d'échos, justement, par exemple, le verset, le premier vers du livre de la sagesse, « Aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre », il se trouve sur la Maestà de Simone Martini, et il se trouve également dans la fresque de Lorenzetti, et d'ailleurs, il lance, je dirais, la chanson politique, également en langue vulgaire, et qui a également des réminiscences dantesques, Voliet et Lio, qui tournez les yeux pour admirer, vous qui régissez, vous qui gouvernez, donc, celle qui est peinte ici. Je précise quand même toujours sur cette question de la lisibilité que cette exigence du volgarisamento, de l'écriture vulgaire, de la traduction en vernaculaire, le passage donc dans une langue immédiatement compréhensible, elle résulte d'un choix politique innovant, pleinement assumé par le gouvernement des Neufs, parce que c'est lui, ce gouvernement des Neufs, qui a confié, entre 1309 et 1310, on est toujours dans la même conjoncture, la traduction des statuts urbains du latin en vulgaire, en italien. Et que dit le statut qui est déposé justement au rez-de-chaussée, ce qu'on appelle la bicerna de ce palais? Que le dit statut doit être déposé à la bicerna et y rester attaché pour que les pauvres et les autres personnes ignorant le latin et tous ceux qui le peuvent puissent le consulter et le recopier s'ils le désirent. Et plus loin, rubrique 134 de ce même statut, il doit être écrit en langue vulgaire, en bonnes grosses lettres, bien lisibles et bien formées, sur du bon parchemin. On ne saurait mieux exprimer, me semble-t-il, cet idéal politique proprement républicain qui consiste à exalter la lisibilité de la norme, à la rendre accessible, à construire une transparence, en somme, du gouvernement. Seulement voilà, voyez comment ce premier texte nous incite à y aller. Qui y va peut l'avoir, c'est lisible, c'est accessible, c'est ouvert. Et on peut avoir ce sentiment-là parce que, regardez, à gauche, c'est la façade du palais tel qu'on peut la voir aujourd'hui. À droite, c'est la reconstitution archéologique de ce qu'elle était pendant cette année 1338, où tous les matins, Ambrogio Lorenzetti et son équipe, évidemment, puisqu'on nomme Lorenzetti une firme, en somme, un atelier d'artistes, eh bien, passait la porte tous les matins pour y aller peindre à fresque dans le palais. On voit que, d'une certaine manière, archéologiquement, on peut avoir le sentiment d'y être. Mais c'est une illusion, car on n'y est jamais. On ne regarde jamais une peinture du XIVe siècle. En fait, entre elle et nous s'interpose toute la couche
des lectures accumulées. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous regardons, c'est aussi l'ombre portée des regards qui se sont adressés à elle. Et d'ailleurs, même si je pourrais être beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique, cette fresque n'a cessé d'être repeinte pour qu'elle soit visible, accessible aujourd'hui. Il a fallu qu'on la reprenne. On la reprend dès 1355, puis à nouveau en 1490, en 1530, et puis plusieurs fois au XIXe et au XXe siècle. Et j'ai tenté de faire, après d'autres, Rosa Maria Dessi notamment, l'histoire de ces restaurations pour savoir quelle matière picturale on avait vraiment sous les yeux. Et au fond, continuons d'ailleurs le parcours. On n'accède pas directement à la salle de la paix. On y accède justement à l'issue d'un parcours qui, aujourd'hui, nous fait d'abord rentrer dans la salle du Risorgimento, c'est-à-dire dans la salle qui a été peinte entre 1886 et 1890 pour exalter l'unité italienne et dont la commande a été décidée 12 jours seulement après la mort de Victor Emmanuel II dans une ville, le voici, qui fut l'une des premières à lui déclarer sa fidélité. Et celui qui commande, ou en tout cas imagine la commande picturale, s'appelle Luigi Mussini, et il est également en charge de la restauration des fresques de Lorenzetti. Et d'ailleurs, on peut se demander de manière inquiétante s'il n'a pas fini par vouloir faire ressembler l'original à sa réplique contemporaine qu'il était en train de commander. Si bien qu'au fond, on rentre dans le palais communal et dans la salle des Neufs à rebours, c'est-à-dire qu'on parcourt également physiquement, archéologiquement, toutes ces répliques, toutes ces reprises que la fresque de Lorenzetti a suscitées. Ici, la représentation également allégorique de Beccafumi au XVIe siècle, là, l'antichapelle de Taddeo di Bartolo en 1414, c'est-à-dire qu'au fond, cette peinture, on ne peut y accéder sinon à reculons, du moins à rebours, jusqu'à justement cette fameuse scène longtemps attribuée à Simone Martini, qui nous fait justement rentrer dans la salle des Neufs. Et quand on y rentre, on peut aussi ne rien y voir. C'est mon deuxième texte, je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Deuxième jalon, on n'y voit plus rien. Le président Charles de Brosse, visitant la ville en 1740, lâche « Ce palais est un vieux bâtiment qui n'a rien de recommandable, ou du moins de curieux, que quelques peintures plus antiques et encore plus laides que lui. La salle du Conseil est de Pétré et Ambroise Laurent en 1328. » Et j'ai parcouru tout le corpus du Grand Tour, et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il y a un moment d'aveuglement. Il y a un moment où or, je sais qu'archéologiquement, du point de vue des restaurations, elles sont encore visibles. Donc, les aristocrates européens, il n'y a pas que les Français, rentrent dans la salle, en sortent, disent il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qui rend invisible à ce moment-là la fresque? Sans doute, pourrait-on dire, en théorie politique, que le temps du triomphe de la loi rend invisible cette peinture qui n'est rien d'autre que, justement, une peinture du gouvernement. Mais cet aveuglement n'a qu'un temps. Et prenons un autre voyageur français, moins célèbre, le bibliothécaire Antoine-Claude Valéry, dont les voyages littéraires et historiques en Italie paraissent en 1833. Il est assez impressionné par le Campo, qui est, je le cite, une véritable grande place de la République et de la démocratie. Et lorsqu'il entre dans le palais, il voit ceci, et je le cite encore, « Couverte d'allégoriques et patriotiques peintures, véritable monument national,
la salle montre l'esprit du temps et du gouvernement de la République de Sienne et pourrait faire croire que Montaigne l'avait trop sévèrement jugé lorsqu'il dit que la ville est de tout temps en partialité et se gouverne plus follement que ville d'Italie. Bon, en fait, il se trompe, ce n'est pas Montaigne, c'est Philippe de Comines, mais peu importe ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, on est dans les années 1830, commence le travail aussi de tous les érudits politiques siennois, notamment les frères Carlo et Gaetano Milanesi, qui sont des historiens scrupuleux qui collectent le formidable dépôt documentaire de la peinture politique siennoise et qui considèrent l'histoire comme une science auxiliaire de la politique, c'est-à-dire qu'ils cherchent effectivement à fonder la nation italienne, et pour ce, ils vont aller à rebours de toutes les analyses allégoriques, où jusque-là, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on disait oui, ça représente sans doute un contexte particulier, ça représente des gens, ça représente des situations, mais non, disent les frères Milanesi, c'est la République, c'est la démocratie, c'est une allégorie, et cette allégorie, disent-ils, elle est aristotélicienne. Pour la première fois, le grand nom est lancé, qui domine aujourd'hui encore le débat savant, Aristote et la République. Le buon governo est entré dans l'âge de la modernité, mais j'ai été évidemment un peu long pour introduire ce propos, mais c'est pour comprendre que d'une certaine manière, on n'y va pas directement et que penser ces effets politiques aujourd'hui, c'est nécessairement les penser à partir de toute cette construction indissociablement historique, mémorielle, politique. Trois moments dans cette tentative de saisir justement cette fresque entrant dans l'âge de la modernité. D'abord, le débat doctrinal, je repartirai effectivement, comme Pierre Rosanvallon m'y engageait, de la controverse à partir de Quentin Skinner et de sa lecture de la fresque, Aristote contre Cicéron, le débat doctrinal. Ensuite, rapidement, je tenterai de montrer ou de suggérer que, moins que des doctrines, ce sont des pratiques politiques que la peinture rend visibles et que ces pratiques politiques peuvent être décrites comme, au fond, une mise en réserve de la mémoire des doctrines. Et puis, enfin, dans une troisième partie que j'appellerai le moment de vérité, eh bien, je tenterai de saisir ce que fait, ce à quoi ça fait, comme dit souvent Quentin Skinner, cette image, c'est-à-dire repolitiser les lieux communs. Le bien commun, ça peut être quelque chose de banal, d'affadi. Là, c'est réarmer, si j'ose dire. Alors, comme je l'ai dit, au fond, il me semble, mais ça, ce n'est pas le lieu d'en parler, c'est toute la démonstration, j'espère, de ce livre, Conjurer la peur, que la vraie efficacité sociale et politique de cette œuvre réside moins dans, au fond, les principes que dans les effets. Et son courage, au fond, est d'affirmer que le bon gouvernement n'est pas celui qui est inspiré par des principes justes, n'est pas non plus nécessairement celui qui est exercé par des hommes vertueux, mais celui qui, ici et maintenant, sur chacun d'entre nous, a des effets bénéfiques, ou en tout cas pas néfastes, ce qui est un principe de gouvernement minimal, mais enfin, qui permet de prévenir l'individu contre la violence de l'État. Bon. Et donc, par conséquent, c'est justement ce qu'on a cessé de voir du XIVe au XVIIe siècle, c'est-à-dire les effets de ce bon gouvernement qui me semblent les plus importants. Je vous la fais voir quand même, je défile le travelling pour que vous l'ayez dans l'œil, et puis ensuite on va s'attacher quand même au petit mur nord des allégories. Lorsque vous rentrez dans la salle,
et que vous n'êtes pas gouvernant, mais gouverné, lorsque vous rentrez dans la salle, vous avez sous les yeux un paysage de guerre, de désolation, non pas de bataille. Lorenzetti ne peint pas la bataille, mais peint, au fond, les effets de la guerre sur les populations. Ce bourdonnement, cette rumeur de guerre qui, au départ, est comme un bruit de fond, comme une sorte d'inquiétude latente et qui, d'un coup, se trouve en ville. C'est évidemment très saisissant, avec un effet de raccourci de la peinture qui fait qu'au départ, la guerre est un bruit et brutalement, la scène de guerre, c'est chez nous, si j'ose dire. Et à ce moment-là, tout est dépeuplé et tout est la communauté politique proprement se détruit. Et pour comprendre pourquoi elle se détruit, alors, toujours sur ce premier mur, Lorenzetti peint les principes de ce mauvais gouvernement, tente de remonter aux principes, c'est-à-dire aux idées qui non seulement commandent, qui commandent et qui, d'une certaine manière, expliquent cette situation de fait, cette tyrannie de fait. Et c'est effectivement la partie allégorique du mauvais gouvernement qui trouve sa réplique sur le beau mur nord des allégories du bon gouvernement qui lui-même relance la peinture vers cette partie que nous allons très peu voir aujourd'hui parce que justement je m'intéresserai surtout aux doctrines, mais dont je dois dire d'emblée qu'elle me semble être sans doute la plus efficace, c'est-à-dire la manière dont une société pacifiée et pacifiée par la justice se déploie amplement, d'abord en ville, mais aussi sur le Contado, étant entendu que ce qu'on appelle effectivement une commune en Italie, ce n'est pas seulement ce qui est dans les murs, mais ce qui s'étend au-delà. Mais je veux rester donc sur le mur nord, parce que c'est sur ce mur nord qui a, oui, je l'ai dit, excité la controverse. Et au fond, je crois que, là encore, la démarche de Carlo Ginzburg, vous pouvez trouver que je prends bien des précautions, bien du tact avant de rentrer. Mais la démarche de Carlo Ginzburg me semble intéressante. Au fond, pour comprendre quelque chose, il faut d'abord commenter un commentaire. Et moi, j'ai commencé à commenter le commentaire que Quentin Skinner faisait de cette œuvre dans un texte qui a été traduit en français en 2003 sous le titre « L'artiste en philosophe politique » et qui reprenait des articles, une réflexion que Quentin Skinner, donc grand historien des idées politiques, de ce qu'on appelait l'école de Cambridge, avait commencé en 1986 à mettre en œuvre et qu'il n'a cessé d'ailleurs de reprendre, y compris la version anglaise de l'artiste en philosophe politique, qui intègre aussi une partie en tout cas, des effets des controverses qu'il a suscitées. Mais en tout cas, ramenée à l'essentiel, cette thèse de Skinner n'a guère varié. La fresque commandée à Lorenzetti, qui est un peintre savant, est destinée à transmettre une série de messages politiques. Je le cite. Très bien. La question étant de savoir lesquels et de les assigner à un corps de doctrine. C'est l'historien des idées politiques qui parle. Sur ce point, Quentin Skinner affronte une tradition interprétative qui est une tradition interprétative solidement campée en Italie, qui est celle de Nikolai Rubinstein, qui en 1958, dans un article sur les idées politiques de l'art siennois, a défini, je serais presque tenté de dire une fois pour toutes, je dirais en tout cas du point de vue des historiens des images italiens, la portée politique de cette œuvre en la rapportant justement à l'idéologie commune des cités italiennes, qui est non seulement la philosophie politique d'Aristote, mais la philosophie politique d'Aristote en tant qu'elle a été transmise, j'allais dire baptisée par Thomas d'Aquin, c'est-à-dire ce corps de doctrine qu'on appelle
aristotélo-thomiste. La clé de voûte de ce système de pensée est le concept aristotélicien de bien commun qui apparaît ici dans sa reformulation thomiste comme fondement et critère du bon gouvernement. Et le juge vénérable, celui qui va nous intéresser, celui qui est donc, vous voyez, entouré de ces vertus, mais qui ne l'inspire pas, ce sont les vertus dont procède son gouvernement et qui siège, qui trône, j'allais dire, sur l'estrade des vertus. Toute la question, toute la controverse étant de savoir comment on la qualifie, cette allégorie politique. C'est une allégorie politique. C'est évidemment une allégorie politique. Premier point. Deuxième point, cette allégorie politique, elle n'a pas de référent. Contrairement à l'allégorie religieuse, qui peut reposer sur une mémoire, qui peut reposer sur une tradition. Ici, tout est à inventer. Le premier à avoir personnifié des idées avec des figures et des idées politiques, c'est Giotto, 15 ans avant. Bon. Et il faut saisir que dans ce moment d'intense créativité intellectuelle, tout s'invente en même temps, et sans référent. Donc, il faut des précautions, parce que justement, prendre un mot pour un autre, créer des équivoques dans une situation dangereuse, comme celle que vit Sienne, c'est terriblement inquiétant. Donc, d'où les tituli, d'où les écritures peintes pour essayer, au fond, de contrôler la signification de ce que l'on peint. Nikolai Rubinstein, lorsqu'il voit cette fresque, on est en 1958, il fait partie de toute cette, justement, de ces historiens, penseurs, de la génération et du parcours politique de Kantorowicz, par exemple, c'est-à-dire tous ces juifs allemands émigrés aux États-Unis qui, évidemment, vous l'imaginez bien, trouvent un intérêt particulier à comprendre comment une république est sourdement travaillée par un principe contraire, autoritaire, de commandement monarchique qui finit par la dévitaliser. C'est quand même une question qui, pour eux, est une question chaude, qui était, au fond, la question de leur vie de citoyen, de leur vie d'historien, de leur vie tout court. Et, au fond, Rubinstein montre que si on doit dire quelque chose de ce juge, de ce grand juge solennel, impassible, rigoureux, ce puer senex, vénérable, souverain, c'est qu'il incarne le bien commun. Telle est l'interprétation globale qui est contestée par Quentin Skinner, qui refuse, lui, la filiation entre idéologie civique et tradition aristotélicienne. Et il faut comprendre que Skinner la refuse globalement, c'est-à-dire pas seulement en ce qui concerne la portée politique de l'œuvre siennoise, dont l'analyse est chez lui instrumentalisée pour servir d'argument dans un débat qui dépasse évidemment Lorenzetti. Skinner, vous le savez peut-être, était désireux d'écrire une histoire de la liberté avant le libéralisme. Il lui importait donc d'intervenir dans cette controverse qui n'est pas historiographique, qui est une controverse intellectuelle sur l'humanisme civique. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme civique ? Justement, dans le même contexte, qui était le contexte de cette inquiétude des années 30, l'historien Hans Baron, inventeur du concept d'humanisme civique, a insisté sur le seuil de 1400, qui pour lui faisait une coupure assez nette entre Moyen-Âge et Renaissance, et il a célébré une sorte de révolution culturelle qui était portée par notamment les chanceliers de la République de Florence, comme Coluccio Salutati ou Leonardo Bruni, qui avaient forgé l'idée de république et même de liberté républicaine comme une arme rhétorique redoutable dans un combat idéologique qui était mené par la commune de Florence contre la seigneurie de Milan. Et donc, la théorie de l'humanisme civique, c'est de considérer au fond que les gouvernements communaux avaient jusque-là, avant 1400, pratiqué une politique
dans l'ignorance totale de ses fondements philosophiques et se révélait au fond incapable d'affirmer une idéologie civique indépendante qui ne se pouvait former que dans ce contexte de confrontation intellectuelle, de guerre de plumes entre Milan et Florence et par les humanistes civiques de la génération 14. Cette thèse, qui s'est révélée aussi féconde qu'elle était brutale et tranchée, domina longtemps le champ académique, et c'est celle-là que Skinner conteste. Et il la conteste en faisant ressurgir un corpus. Et c'est un corpus qui est intensément travaillé par les historiens des idées politiques et des pratiques politiques, qui sont effectivement les historiens italiens, notamment Enrico Artifoni, etc. C'est ce qu'on appelle l'ars dictaminis. Qu'est-ce que c'est que l'ars dictaminis ? C'est une rhétorique. C'est un art de la persuasion communale, qui est d'abord une littérature pratique qui est à destination de ces professionnels de la conciliation, de l'arbitrage, du compromis, que sont les podestats, c'est-à-dire des juges étrangers qui viennent un temps gouverner des communes déchirées par la lutte de factions. Et dans ce système communal, gouverner, c'est parler. Et c'est bien parler. Et c'est convaincre. C'est effectivement ce qui intéresse évidemment beaucoup les historiens, mais pas seulement les historiens, et qui faisait l'objet, je crois, du dernier cours du professeur Rosan-Vallon, c'est-à-dire ce rapport entre rhétorique et vérité. Et d'une certaine manière, le fondement de rhétorique du pouvoir communal, eh bien, il trouve, je dirais, son corpus dans cet ars dictaminis, voilà, qui est l'art des rhéteurs, rector, parler, commander, guider, c'est un seul et même mot dans cette idéologie communale. Donc, ça, c'est vraiment la force de Skinner, c'est de restaurer la dignité de ce corpus. On aura à en reparler peut-être dans la discussion. La séquence, ça va de 1220, le premier recueil anonyme qu'on appelle l'Oculus Pastoralis, on est vraiment dans le gouvernement pastoral, justement, qui date de 1220, jusqu'à la grande somme justement de l'ars dictaminis, de cet art de la persuasion communale, qui est écrit dans la langue politique internationale du temps, c'est-à-dire en français, par Brunetto Latini en 1260, et qui s'appelle « Livre du trésor ». Et c'est un trésor en sens où il accumule et capitalise toute cette tradition politique. Pourquoi j'insiste sur la chronologie ? Parce que 1220-1260, ce moment-là, qui est un moment qui va fonder, d'après Skinner, et au fond d'après la plupart des historiens, après lui, le jeu politique italien. Cette séquence, elle est antérieure à la grande vague des traductions intégrales des œuvres politico-morales d'Aristote. L'éthique à Nicomaque ne circule vraiment dans sa première version intégrale en latin qu'au début des années 1250, et Guillaume de Morbec achève sa traduction latine de la politique 10 ans plus tard. Donc, ce qui est réellement décisif, c'est de montrer qu'il y a un corps de doctrine qui se constitue dans un moment, qui en plus est un moment chaud de l'histoire de la commune. Le tournant du XIIIe siècle, c'est le moment de l'élargissement de la base sociale du régime à ce qu'on appelle le popolo, pour créer des régimes di popolo, c'est-à-dire qui débordent de beaucoup l'oligarchie de type féodal pour aller très vite. Et donc, ce qui importe à Skinner, c'est de montrer qu'il y a une histoire de la liberté républicaine antérieure, évidemment, au thomisme, et parce que cette idéologie de l'autonomie républicaine, elle s'est développée dans la première décennie du XIIIe siècle, et comme il l'écrit de manière abrupte, page 110, du portrait de l'artiste en philosophe politique, la théorie politique de la Renaissance doit plus à Rome qu'à la Grèce. Qu'est-ce que ça change ? Ça change quelque chose de fondamental, qui est que, comme il est bien connu, la typologie des 4 régimes légitimes chez Aristote,
monarchie, aristocratie, démocratie, régime mixte, lorsqu'elle est commentée par les auteurs scolastiques, Henri de Rimini, Ptolémée de Luc, Thomas d'Aquin et jusqu'à Marcille de Padoue, elle exprime certes une préférence pour le régime républicain, mais qui n'est pas une préférence absolue. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, on pourrait trouver une sorte de républicanisme assez, notamment chez Ptolémée de Luc, qui est très militant. Mais enfin, bon, je passe. En gros, dans une conception aristotélicienne, la République n'est pas nécessairement à tout coup le meilleur régime du monde. C'est, disons, le régime le moins corruptible, mais selon les circonstances, on peut préférer les autres régimes. En revanche, chez tous les historiens, dans l'Ars Dictaminis, en tant qu'eux n'ont pas accès à Aristote, mais à Cicéron, mais aux moralistes républicains romains, alors, effectivement, la préférence absolue pour la République ne fait pas de doute. Et Brunetto Latini, dans cette somme qui est le livre du Trésor, le dit très clairement. Il y a 3 formes de gouvernement. Le premier, le gouvernement des rois. Le deuxième, le gouvernement des nobles. Le troisième, le gouvernement de la commune par elle-même. Et le troisième est meilleur que les autres. Donc, ramener cette idéologie communale à son origine, à ce qui la commande dans la strate romaine, c'est évidemment prendre de court-circuiter la traduction thomiste, et c'est aussi affirmer plus nettement la préférence républicaine. Donc, dans la force de Skinner, c'est qu'il repolitise les allégories. Et donc il dit, non, ça ne peut pas être le bien commun. Le bien commun, c'est quelque chose de trop vague, c'est quelque chose de trop... l'incarnation du bien commun, c'est au fond une idéologie thomiste trop molle, trop consensuelle en somme. C'est ce que nous avons sous les yeux, c'est le vir sapiens cicéronien, cet homme supérieur et sage de l'invention, 1-2, qui nous a persuadés d'abandonner nos manières brutales et de vivre sous la loi. C'est le législateur suprême qui revit en la personne des magistrats de la commune, parce que qu'est-ce que c'est que la commune, sinon le système politique où justement les lois gouvernent elles-mêmes en tant qu'elles sont incarnées dans les magistrats. Donc c'est un pouvoir exécutif. Comme l'écrit Jean de Viterbe, un autre auteur de l'Ars Dictaminis, ceux qui président aux affaires des républiques doivent être semblables aux lois. Ceux qui président aux affaires de la République doivent être semblables aux lois, c'est-à-dire qu'ils doivent affecter cette raideur de la justice que Ambrogio Lorenzetti a rendue visible avec ce grand personnage qui n'est pas l'incarnation d'une idée vague, mais qui est le magistrat, d'ailleurs couronné d'un bonnet de verre véaillère qui est l'insigne des podestats et qui est là, souverain. C'est une représentation de la signoria qu'une cité doit se donner si elle veut que les commandements de la justice soient respectés et que le bien commun soit respecté, soit préservé. Pardon, je citais Quentin Skinner. La critique qu'on peut adresser à la critique de Skinner, c'est qu'il applique aux images un principe d'exclusivisme allégorique dont il a l'habitude en tant qu'il est un historien de l'ordre classique des images, mais dont, d'une certaine manière, le Moyen-Âge ne peut... mais qui est étranger au Moyen-Âge. C'est-à-dire que depuis, effectivement, les allégories classiques, c'est celle de Cesare Ripa, etc., on comprend très bien qu'elles rendent visible un principe. Et qu'une fois qu'on a découvert le texte derrière l'image, alors, au fond, le verrou a sauté et qu'on peut dire avoir compris l'effet politique de l'image.
Mais il me semble, à moi, et c'est la critique, en tout cas la discussion, qu'au fond, ce que fait la peinture politique d'Ambrogio Lorenzetti, c'est bien de donner à voir et à comprendre moins un corps de doctrine qu'une série de pratiques qui, justement, permettent de mettre, au fond, enfin de comprendre la mémoire de cette doctrine. Cette autorité royale qu'exerce sur la société politique l'idéal, ou pour mieux dire, l'exigence du bien commun, effectivement, elle a l'air souveraine. Et comme Kantorowicz, dans Les deux corps du roi, écrit de ce grand juge que c'est un, je cite, un personnage gigantesque semblable à un empereur. Il se trompe, ce n'est pas un empereur, mais il voit juste, il est semblable à un empereur. C'est-à-dire que l'allégorie ici, et d'une certaine manière, elle s'éloigne donc de l'allégorie, je dirais, de la Renaissance ou de l'ordre classique du XVIe, XVIIe siècle, mais elle se rapproche des allégories politiques dont nous sommes plus familiers. Songez à ce que Maurice Agulon a écrit sur l'allégorisation de la République, c'est-à-dire, au fond, c'est de rendre visibles non pas des principes, mais des équivoques, c'est-à-dire des ressemblances, c'est-à-dire des hésitations aussi sur la véritable assignation doctrinale. C'est de montrer par une série de dénotations et de connotations que ce gouvernement communal est semblable à la souveraineté. Il est, selon la fameuse formule du juriste Bartol, civitas sibi princeps, il est à l'image du prince. Il est son propre, la commune est son propre prince. Et tout cela, au fond, le cartel des écritures peintes le dit avec clarté. Et on peut reprocher aux historiens des idées politiques comme Quentin Skinner de lire plein de textes autour de l'image, mais de ne pas lire le texte qui est dans l'image, et qui est, d'une certaine manière, avec une équivoque poétique, mais qui décrit admirablement et de manière savante les faits politiques. Cette sainte vertu, il parle de la justice, partout où elle régit, conduit à l'unité la multitude des âmes, et celles-ci, rassemblées à cette fin, font du bien commun leur Seigneur, lequel, pour gouverner son État, choisit de ne jamais détourner les yeux de la splendeur des visages des vertus qui se tiennent autour de lui. Aussi est-ce à lui que l'on donne en triomphe impôts, tributs et seigneuries. Aussi, sans guerre, s'ensuivent tous les effets pour la cité utile, nécessaire et agréable. Cette manière que Marcille de Padoue, dans le Défensor Pacis, va admirablement décrire, cette unité de la multitude, cette societas multorum qui serait vouée à la dispersion, si un principe supérieur ne la régissait, et qu'il a fait ainsi une pluralité d'hommes qui est dite une. C'est le principe de la commune. Et c'est cela, effectivement, que rassemble cette allégorie, qui n'est pas qu'allégorique, puisque, regardez ce qu'il y a sous le grand personnage. Il y a une allusion aux origines de la commune de Sienne, la seconde Rome, avec également des jumeaux qui s'appellent Sénus, Ascinius, qui ont été la Louve, etc. Mais la force et le courage de la vérité de cette fresque, c'est qu'elle ne s'attarde qu'assez peu sur le discours des origines, mais justement sur les pratiques réelles de gouvernement. Ce bien commun, il ne vaut que si, effectivement, on déploie pour lui des politiques efficientes et partisanes et disputées. Ce n'est pas le consensus, c'est effectivement la stasis, c'est-à-dire la dispute fondatrice de l'ordre politique. Et voyez ce triomphe, le triomphe que disent les vers, eh bien, il est représenté en peinture. Et voyez les soldats qui amènent aux grands personnages donc
les soldats et les milites qui les amènent en triomphe. Ces milites, eh bien, ils ont la barbe effilée, ils ont on les reconnaît, en tout cas l'œil du Trecento les reconnaît comme justement des chevaliers. Donc ceux qui sont vaincus, ce sont les chevaliers. Et donc l'œuvre, elle est éminemment partisane. Elle ne fait pas baigner dans un bien commun aristotélo-thomiste vague une lutte politique qui est une lutte dure, qui est une lutte impitoyable. Et voyez celui-là, qui est amené en triomphe au grand personnage, il a les yeux voilés parce qu'il est condamné à mort. Et donc cette justice communale, elle va être impitoyable. Et c'est ce que je voudrais tenter de montrer dans un deuxième temps, qui va parler donc des pratiques politiques comme mise en réserve de la mémoire des doctrines. Je quitte le mur nord. Nous sommes invités par la disposition même de la fresque à un grand regard circulaire, tournez un peu les yeux, vous qui régissez, vers celle qui est peinte ici. Ça s'adresse aux gouvernants, les neufs, ça les exhorte à bien faire, ça les exhorte à, au fond, rendre visibles les effets de leur politique. C'est une question, effectivement, décisive en régime républicain que la lisibilité même de la décision. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être la paix ou ça va être la guerre? Ce qu'on fait voir d'abord, c'est effectivement la guerre. Lorsqu'on rentre dans la salle, on se trouve nez à nez avec ce paysage de guasto, c'est-à-dire cette traîne de violence qui suit les armées en campagne. Et l'effet politique immédiat, c'est la peur. Ce qui va animer la fresque en tant que l'émouvoir au sens propre, c'est-à-dire la mettre en mouvement, ce qui va mettre en mouvement le processus politique, c'est la peur. La peur. Effectivement, cette Timor, elle a voilà, elle est représentée comme la mort dans le Campo Santo de Pise, qui lui est strictement contemporain, comme effectivement cheveux défaits, teint terreux, comme évidemment comme la mort. Ainsi, par ce chemin, personne ne passe sans craindre la mort. Ainsi, par ce chemin, personne ne passe sans craindre la mort. C'est-à-dire que c'est la Timor qui sidère, qui bloque toute possibilité d'échange. On ne passe pas. Si on se retourne, il faut faire un effort, parce qu'évidemment c'est une image c'est un lieu d'image, si on se retourne, cette Timor, elle regarde son exact contraire, la Securitas. Et au fond, l'ensemble donc du circuit doit faire passer du mauvais au bon gouvernement, mais en fait de la peur, de la Timor, à la Securitas. Et que dit la Securitas? Sans peur, senza paura, que tout homme marche sans dommage. Aussi longtemps que cette commune restera sous la seigneurie de cette dame, c'est-à-dire la justice, car, et entendez que seigneurie est ici dans un sens neutre de commandement, de gouvernement, aussi longtemps que cette commune restera sous la seigneurie de cette dame, car elle a ôté au coupable tout pouvoir. Comment passer donc de la peur à la sécurité? Alors, cette Securitas, elle est à l'aplomb de la porte, parce que, évidemment, elle est la sécurité dans la ville et hors la ville, qui nous rappelle combien la gestion territoriale de la circulation est essentielle à l'exercice du pouvoir effectif communal. Cette Securitas, elle nous rappelle aussi qu'elle est, comment
moi, j'aimerais bien, au fond, précisément parce que je parle de Lorenzetti dans l'âge de la modernité, j'aimerais bien pouvoir la traduire par sûreté, au sens des Lumières. Cette tranquillité publique qui se gagne aussi dans le soin qu'on devrait prendre à se préserver de l'arbitraire de l'État. Mais elle nous rappelle, au fond, que c'est l'exact pendant de la Timor, c'est ce qui va permettre la circulation. Elle est à l'aplomb d'une porte de la ville où on sort. Elle est charmante, elle est blondinette, elle est dénudée, elle représente aussi la mémoire des victoires antiques, mais elle porte dans sa main un gibet. Elle sera impitoyable avec les méchants. Elle porte la mort, mais la mort légitime. Elle est donc l'exercice du pouvoir de vie et de mort. Elle est donc l'exercice de cette justice communale qui a comme caractéristique, à ce moment-là, d'être avec la révolution, ce qu'on appelle l'avènement du pénal, c'est-à-dire une justice qui n'est plus une justice d'arbitrage, mais une justice d'inquisition, une justice inquisitoire, d'enquête, qui s'approche des corps, qui devient effectivement sévère et qui ne cesse d'ailleurs concrètement, de condamner à mort. Cet exercice de la justice, je voudrais rapidement vous montrer comment elle se déploie dans la fresque et comment justement ce thème de la corde, là ici la corde du pendu, trouve son origine dans le mauvais gouvernement et va se déployer, va être le fil justement de la fresque. On part effectivement du mauvais gouvernement. On parle des allégories du mauvais gouvernement. Vous voyez, là, je suis obligé de faire des allers-retours, mais c'est ce que, concrètement, lorsqu'on est dans ce lieu de peinture où on est environné d'images, on ne sait plus proprement où donner de la tête. Donc, les images se répondent et s'entrechoquent. Et c'est justement ça, la décision. Sous la tyrannie est la justice entravée. Cette justice, vous voyez, elle est dénudée, humiliée, tenue en laisse par un personnage ignoble, roux, détestable, et on voit que son attribut, la balance, et c'est en voyant l'autre, la bonne partie, qu'on comprend que ce qui gît à terre, c'est le plateau d'une balance, et bien justement, cette justice est humiliée. Et alors, si on suit la peinture, l'écriture peinte qui est en dessous, on lit « Partout où la justice est ligotée, personne ne s'accorde jamais avec le bien commun ou ne tire la corde droite. » C'est tirer ce motif de la corde que je voudrais rapidement, dans cette deuxième partie, faire devant vous. Partout où la justice est ligotée, elle l'est, c'est rendu visible. Personne ne s'accorde jamais avec le bien commun. Cet accord avec le bien commun qu'on a vu à l'œuvre tout à l'heure. Ou ne tire la corde droite. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tirer la corde droite? Ad drita corda, comme on lit d'ailleurs dans les statuts de la pratique, mais c'est pour aligner des façades, pour les aligner au cordeau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, tirer la corde droite? Ben justement, pour le comprendre, il faut passer de l'autre côté. Il faut passer du bon côté, du côté de la justice. Lorenzetti a peint deux fois la justice. Il l'a peint en petit comme un principe de gouvernement qui est à côté du grand juge. Mais il l'a peint en grand, et cette justitia magna, c'est précisément par opposition à la justitia in abstractio, c'est celle que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire c'est l'exercice de la justice.
Il y a la justice comme principe, comme idéal, et il y a la justice comme pouvoir exécutif. Et c'est de cela dont il s'agit. Alors, vous la voyez, elle est évidemment inspirée par la Sapiens, elle a son instrument, son attribut symbolique, qui est donc la Sapiens porte le livre de la sagesse, et sur ce livre de la sagesse est le verset dont je vous parlais, qui est « Aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre ». Et évidemment, ces deux plateaux de la balance portent, vous le voyez, deux anges, un rouge, un blanc. Au-dessus de ces anges, deux titulis qui sont difficilement lisibles aujourd'hui, mais on peut quand même les identifier. Au-dessus de l'ange rouge était inscrit distributiva et commutativa au-dessus de l'ange blanc. Alors, cette distinction savante entre la justice distributive et la justice commutative, elle provient de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, 5.5, par l'intermédiaire de la somme théologique de Thomas d'Aquin. En réalité, la terminologie aristotélicienne oppose plutôt, dans la traduction latine de Robert Grossetête, la justice distributive à la justice corrective. Et donc la notion de justice commutative provient de la tradition scolastique thomiste. Mais là, les débats sont complexes, on peut les résumer simplement. Vous voyez que l'ange rouge distribue les récompenses et les châtiments, tandis que l'ange blanc garantit l'équité d'une transaction. Soit il acquiesce à un échange que lui proposent les deux personnages vêtus comme des marchands, et vous voyez qu'il il porte à la main gauche une lance et à la main droite un cylindre, et c'est comme une canne, mesure un étalon de mesure, de longueur ou de capacité pour le cylindre, et on sait que cette question des poids et mesures, elle est absolument déterminante pour ces gouvernements communaux dans la pratique de l'exercice du pouvoir, précisément pour réguler l'échange. Voilà. Et donc, on est bien dans cette securitas, on est bien dans cette sûreté de la circulation qui permet de conjurer la peur. Donc, c'est l'exercice de la justice concrète, tangible, qui est effectivement dominé par le savoir, par la sagesse, mais qui, vous le voyez ici, débouche sur la concorde. Et les deux brins qui sortent des deux plateaux de la balance sont tressés en une même corde par la concordia. Et vous avez vu aussi comment la justice est une justice qui équilibre avec ces deux pouces, et qu'on pourrait dire qu'elle exprime cette equitas que Thomas d'Aquin décrit comme, je cite, la qualité qui permet de modérer la lettre de la loi. Le coup de pouce. Modérer la lettre de la loi. Donc, l'exercice de la justice doit produire la concorde. Et là, évidemment, ce thème de la corde, ad dritta corda, est rendu visible par le fait que Lorenzetti fait rimer des mots et des images. Concorda, avec la corde. Et au fond, cette corde, regardez, un conseiller la prend. Et les conseillers, ils viennent en procession amener la corde au grand personnage. Donc ce grand personnage, il est souverain, mais il n'est pas absolu, il n'est pas délié. Au contraire, il est accordé à une volonté commune, à un accord des volontés, qui est justement ce qui fonde la concorde. Au fond, Lorenzetti ne peint pas autre chose que l'exercice de la justice qui produit la pacification de la société, mais aussi une société qui, concrètement,
est une société d'égaux. Parce que regardez, ces 24 conseillers. Alors, c'est d'ailleurs très fort, parce que vous voyez que Lorenzetti ne peint pas le régime commanditaire. Il n'en peint pas 9. Il en peint 24. C'est-à-dire, en fait, le régime d'avant. Donc, les pratiques sont bien, au fond, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, vraisemblablement, que son message se périme avec la chute des 9 qui arrivera un jour. Donc, les 24, c'est plus subtil, c'est les 24 juges, c'est les 24 de Dante, etc. Bon, bref. Regardez, c'est d'ailleurs très beau. On est presque tenté de penser que derrière chaque visage, il y a un individu, ce sont des individus. Chacun au fond, porte sur le monde son point de vue particulier. Il n'y en a pas deux qui regardent au même endroit, il n'y en a pas deux qui sont habillés pareil, il n'y en a pas deux qui ont le même âge, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont tous la même taille. Ce qui, pour une représentation théoriquement réaliste, ne l'est pas tout à fait. Et qu'est-ce qui les a égalisés? C'est évidemment le rabot de la concorde. Et qu'est-ce qu'on appelle un rabot dans la pratique politique du temps? C'est la fiscalité. Donc ils ont été proprement nivelés, c'est-à-dire que la valeur positive de l'équitas, qui est revendiquée par les théoriciens du pouvoir communal, et notamment Jean de Viterbe, lorsqu'il soutient que les magistrats de la cité doivent être, je cite, amoureux de l'équité autant que de la justice, elle fait allusion à des débats politiques très brûlants à Sienne. Qui va payer l'impôt? Et comment on va le mesurer? Cette question de l'inquisition fiscale qui repose sur la déclaration des contribuables, aliramento, jusqu'en 1316, où on décida de confier à des mesureurs professionnels, les agrimensores, ce qu'on appelle la table des possessions. Et donc, ça, c'est cette question-là qui crée, au fond, la concorde de ces âmes accordées. Et cet accord doit peut-être aussi s'entendre dans un sens musical, d'harmonie. Tout cela, évidemment, fait contraste violemment. Alors, vous voyez comment la corde arrive au grand personnage, et que, d'une certaine manière, son sceptre se transforme. Enfin, plus exactement, la corde se transforme en sceptre. C'est ce qui le relie. C'est ce qui fait, justement, que ce pouvoir n'est pas absolu, n'est pas délié. Et c'est ce qui fait que cette corde, donc, qui est accordée à la concorde, elle s'oppose strictement à l'autre versant, qui est la discorde. La discorde aussi a un instrument de menuiserie sociale, mais c'est une scie. Elle mutile, elle sépare. C'est effectivement de la masse compacte de la communauté politique, elle débite des solitudes apeurées. Et cette division, qui est effectivement la hantise de la société politique communale, vous voyez comment on a l'impression qu'elle se coupe le bras. Et c'est un scénario politique qui est, d'une certaine manière, ici, du côté du mauvais gouvernement, qui est ici suggéré. Je vous rappelle que de ce côté-ci, la justice est ligotée. Donc ça provoque la fureur, cet animal hybride, animalisation de la fureur du peuple, de ceux qui vont tout détruire. Et vous voyez, il a une dague, mais il a aussi surtout une pierre. Il va caillasser les monuments publics. Donc cette fureur du peuple, elle va être inévitablement provoquée par l'injustice. Et elle va trouver dans la société politique des relais. Voilà. Et une révolte qui réussit, au Moyen-Âge, c'est toujours une révolte qui va attiser une conflictualité, enfin une division, une séparation de la classe
dirigeantes. Donc, furor, divisio, guerra, la guerre. Ce que je voudrais montrer dans un troisième temps, qui en fait va être une conclusion, c'est que cette guerre, c'est d'abord la guerre des mots. C'est-à-dire, c'est une guerre de dénomination, pour justement qualifier l'ennemi innommable. Ce que j'ai appelé le moment de vérité. Lorenzetti a mis un visage sur le mal en politique. Il a jeté, plus exactement, au visage de ce mal un nom très ancien, tyran. Tyran, ça veut dire trois choses. Ça veut dire effectivement, du point de vue philosophique, à ce moment-là, le pouvoir tyrannique comme envers du règne, dans un sens aristotélicien. Ça peut vouloir dire aussi, dans un sens juridique, celui qui renonce à défendre le bien commun au profit de ses seuls intérêts privés. Ça, on voit ça chez Bartholde, par exemple, au XIVe siècle. Et ça peut vouloir dire aussi, chez les auteurs antiques, Xénophon, Sénèque, celui qui s'enivre de ses propres passions et qui est esclave de ses désirs. Et cette triple source philosophique, juridique et morale est débordée par une sorte, de débordement passionnel, comme vous voyez, le tyran comme prince des vices. Bon. Il a le masque hideux du théâtre antique de Sénèque. À moins, au fond, que cette face blême ne soit le visage de quelqu'un que l'on a démasqué et dont le masque était comme collé à la peau. Parce que ce que je voudrais suggérer maintenant, c'est que Lorenzetti a peint le visage hideux de la tyrannie, mais ce que l'image rend invisible et que l'historien doit mettre en hors-champ, c'est le pouvoir de séduction de la tyrannie. C'est qu'à ce moment-là, ce que l'image ne montre pas, c'est que, un à un, les régimes communaux, et en particulier les régimes di popolo, et en particulier par justement l'attirance du popolo minuto pour le pouvoir de commandement autoritaire des seigneurs, sont en train de se laisser gagner par la séduction seigneuriale. Et que cette énergie, cette force politique des images chez Lorenzetti, pour la comprendre, on doit prendre la mesure de la puissance de séduction d'une propagande seigneuriale, moins documentée, parce que pas persistante, justement, désagréable, déplaisante, donc on l'a en règle générale effacée. Au même moment, Giotto, c'est pas n'importe qui, Giotto, a peint dans le palais des Visconti de Milan, c'est pas n'importe qui, les Visconti de Milan, une allégorie des vaines gloires qui montrait que la seigneurie était la poursuite de la commune par d'autres moyens. Et donc, Lorenzetti répond à Giotto. Et comment il répond à Giotto ? Justement, en tentant, je crois, de rendre visible le fait que le bien commun, ça peut être un mot qui est vide de sens, qui est large, qui est assimilé par des seigneurs qui vont se dire eux-mêmes défenseurs du bien commun, mais que l'effort des républicains consiste à le revitaliser, à le réaffecter de sens, à le repolitiser. Lorenzetti dit, en peinture, et avec la puissance figurative des peintres, la seigneurie, c'est l'empire, et l'empire, c'est la guerre. Il ramène la seigneurie à sa violence initiale. Mais pour comprendre cette décision, pour comprendre justement l'effet politique, il faut se souvenir qu'à ce moment-là,
eh bien, la plupart des seigneurs parviennent à convaincre justement les sociétés politiques qu'ils sont pacificateurs et qu'ils vont assumer une politique de bien commun. Ça a été, par exemple, bien analysé par Christian Clapuis-Joubert à Florence dans les années 1342-1343, 266 paix jurées à l'incitation du Seigneur. Cette politique de pacification, elle est liée à l'insignorimento, à la seigneurialisation rampante des institutions. C'est-à-dire que les pouvoirs autoritaires s'installent en s'affirmant pacificateurs. Donc le thème de la paix a été volé par les adversaires politiques. Il faut tenter de le reprendre. Comment faire? Comment dire? Je prends l'exemple d'un chroniqueur florentin de 1380, Marchione di Copo Stefani, qui exprime très clairement la fonction pacificatrice de la seigneurialisation des institutions communales, affirmant, je cite, « Il vaut mieux faire la paix ensemble et effacer ces discordes plutôt que d'avoir un tyran après la discorde et puis la paix. » Ça veut dire, ce que propose le pouvoir de commandement seigneurial, c'est ces institutions républicaines, comme c'est compliqué, comme c'est conflictuel, comme c'est dangereux, vous risquez de vous faire tuer à tout, au pas de votre porte, c'est ce qui est montré dans la fresque. La paix du Seigneur permet d'éteindre la discorde. Alors, contre cette paix du prince, il faut réarmer une paix de la concorde communale, une société pacifiée par la justice. Il vaut mieux faire la paix ensemble et effacer ces discordes plutôt que d'avoir un tyran après la discorde et puis la paix. Pour reprendre un à un les mots du politique, alors effectivement, je pense que ces mots qui ont été évidés, parce que le bien commun est devenu, effectivement, Skinner a raison, une sorte de bourdonnement, de bourdonnement de sens que tout le monde utilise, et les mots sont dévitalisés, sont proprement évidés de leur sens. Et effectivement, on lit, il suffit de lire Victor Klemperer pour comprendre ce que ça veut dire que la domination par l'appauvrissement de la langue, par justement par un bourdonnement sémantique, par un essorage sémantique des mots qui sont justement les mots de la dispute folk. Bon, bref, ici, je pense que ce qui est en jeu, c'est de ramener le bien commun à une politique de bien commun. Donc ça, c'est le moment de vérité. Et cette politique de bien commun, c'est une politique de l'inquisition fiscale, c'est une politique de l'embellissement urbain, et c'est une politique de la sévérité des lois. Et ces trois caractéristiques, transparence fiscale, ouverture de la ville à une circulation apaisée, inquisition, qui est effectivement un système qui ne se contente pas de proposer la paix, mais de construire la vérité, parce que c'est ça le système inquisitorial. Il n'arbitre pas les conflits, il construit une vérité juridique. Tout cela, ça forme les politiques de bien commun. C'est très difficile à déterminer, sinon parce qu'il la lèse, parce qu'il la blesse. C'est comme la majesté pour la souveraineté politique. Elle ne se définit que par, justement, ce qui, par ses entours, par ses abords qui la blessent. Et on ne sait pas ce que c'est que le bien commun. Mais on connaît très bien les politiques qui les heurtent. Je cite pour terminer un historien, Dino Compagni,
qui écrit une chronique en 1300 et qui est une chronique très militante, très partisane. C'est un des adeptes des régimes de peuple. Étrangement, dans toute sa chronique florentine, il ne parle jamais du bien commun. Il n'utilise pas le mot, parce que pour lui, c'est un mot dévitalisé. Et au moment de l'urgence politique, c'est la seule occurrence où il dit « il bene commune ». Mais il va le dire justement avec une énergie que je voudrais, pour terminer tout à fait, vous faire entendre. Bien des péchés ignobles, il parle évidemment d'une situation d'urgence, bien des péchés ignobles furent commis sur les filles vierges ou les mineurs qu'on spoliait, et des hommes sans défense qui étaient dépouillés de leurs biens et qu'ensuite on chassait de leur ville. Et ils firent quantité de lois, les seigneurs, et ils firent quantité de lois, celles qu'ils voulaient, autant qu'ils en voulaient, et comme ils les voulaient. Beaucoup furent traînés en justice. Il leur fallait avouer qu'ils avaient comploté alors qu'ils n'en étaient rien, et on les condamnait à payer 1000 florins chacun. Celui qui ne venait pas se défendre était déclaré coupable, et, comme contumace, condamné sur ses biens et sur sa personne. Et celui qui obéissait devait payer, mais par la suite, accusé de nouveaux délits, il était chassé de Florence sans la moindre pitié. Bien des trésors furent cachés en des lieux secrets. La dissimulation. Bien des langues se retournèrent en quelques jours. Quantité d'injures furent lancées contre les anciens prieurs, à grand tort, par ceux-là même qui peu auparavant les avaient magnifiés. Beaucoup ne les vitupéraient que pour plaire à leur adversaire, et ils reçurent bien des offenses. Mais ceux qui dirent du mal de ces hommes mentaient, car tous n'eurent à cœur que le bien commun et l'honneur de la République. Et c'est la seule fois dans cette chronique militante de Dino Campagne qu'il dit le bien commun. Et c'est pour restaurer le pouvoir des mots. Et ce que voit la paix, c'est-à-dire la société pacifiée, c'est à la fois une société qui est représentée dans ses composantes, dans son travail, dans où chacun accède à la dignité de la représentation, où on travaille, où, voyez comment on peut être sur un chantier et réparer la ville, voyez comment on peut aussi être désœuvré et jouer au dé, mais voyez surtout comment chacun s'affaire dans des lieux qui sont des lieux de parole. Et je voudrais terminer tout à fait en disant que cette partie que je ne vous ai pas montrée, mais que je vous suggère à la toute fin, c'est la partie de la circulation libre des corps parlants de ceux, effectivement, de l'aristocratie qui vont ou qui viennent, mais aussi des humbles qui remontent la pente. C'est plus difficile pour eux, vous voyez que voilà, la pente est plus rude, mais qui parlent. Ce sont des corps parlants. C'est-à-dire que ce qui est restauré, au fond, dans la fresque de Lorenzetti, c'est justement la capacité d'une société communale bien réglée à faire circuler une parole publique non corrompue. Et en dernière analyse, c'est cela qui, cet innommable qui menaçait la République, c'était ce dérèglement de la langue. C'était le fait que les mots étaient évidés et qu'un mot évidé est un mot évité. Parce qu'on évite les mots du litige, on évite de rappeler que la politique est l'art du litige, comme le rappellera plus tard Machiavel. Et on voit donc bien que si Machiavel nous invite à se méfier de l'éclat trompeur des mots pour aller droit à la vérité effective des choses, il y arrive justement par cet éclat qui, au fond, ne se peut ressentir que si on va au-delà de tout ce qu'il a essoré, affadi, neutralisé. On voit effectivement pourquoi, au fond, il y a un intérêt, une actualité peut-être, à se
déporté au-delà de ce point de répulsion machiavélienne qui va rabattre le gouvernement sur la domination, ou le commandement, pour reprendre les termes de ce séminaire, et pour retrouver, au fond, une théorie du gouvernement, pour la réactiver, pour, au fond, la restaurer dans sa modernité. Mais j'ai entendu que ça sonne, donc j'ai compris le message, je m'arrête.